Ah, les Pirates des Caraïbes, cultissime série cinématographique de notre très cher Disney. Le premier opus, sorti en 2003, fait une sacrée explosion au box-office mondial, de même que ses 3 suites, dont le troisième détient encore le record du film le plus cher de l'histoire. Il faut dire que le premier film avait de sacrés atouts de son côté. Un budget conséquent, un scénario travaillé, des personnages attachants joués par des acteurs renommés, comme Johnny Depp pour ne citer que mon préféré. Sans compter la publicité naturelle produite par l'attraction Disneyland, déjà ancrée dans la mémoire collective. Le succès du film fut si énorme qu'on vit apparaître depuis un nombre hallucinant de films basés sur la piraterie. Mysterious Island, Ghost Pirate, plusieurs adaptations de l'île au trésor et ce truc... Enfin, rien de bien intéressant. Mais il faut bien savoir qu'avant ça, les films de corsaires étaient d'un nombre plutôt limité, Hook en 91, Pirate en 87 et le Corsaire Rouge en 52. Sans compter la dizaine d'adaptations de l'île au trésor, ça n'est pas énorme comparé à d'autres univers surexploités. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui fut tourné juste après la sortie du 4ème film, à savoir Red Gallion. Ce film est loin d'être mauvais, j'ai eu bien pire honnêtement, mais comme vous allez le voir durant cette critique, ce film a été survendu et comparé aux films de Disney de manière grossière. Donc, Red Gallion est un film produit par la branche allemande de Warner Bros. Il raconte la vie approximative de Klaus Totenbaker, l'un des plus terribles pirates qu'ait connu la mer du Nord. Il est réalisé par Sven Tadiken, un réalisateur renommé ayant notamment réalisé Le Bonheur d'Emma, Mon frère ce vampire et puis c'est... Donc, place au film, et... Sérieux, c'est quoi cette musique? On est vraiment dans un film de pirates se passant au 14e siècle? J'adore le rock et toutes ses variétés, mais franchement, les seuls films utilisant ce genre de musique sont les films d'action et les navets monumentaux. Et je ne crois pas qu'on aura le droit à une charge de Kathleen dans ce film. Hélas. Après le générique, on passe donc à l'exécution de Klaus, et pendant ce temps, les gens racontent des trucs bizarres. Le prix du hareng est encore monté en flèche. Ça et des récitations de textes hors sujet. Il nous faut rééquilibrer le système économique de l'État pour éviter la guerre civile. Mais bon, de toute façon, il semble y avoir erreur sur la personne, car il s'agit en fait d'un imposteur. Ok, j'ai déjà compris la fin. Super. S'enchaîne un retour au début de l'histoire avec une petite narration. Sur la mer du Nord, entre 1390 et 1400, dans les eaux qui s'étendent du Jutland à la baie de Jade, aux environs de la rivière Ems, de la rivière Weser et de la rivière Elbe, une bande de pirates se livrait sans vergogne au pillage de navires. Avec une voix encore plus monotone que celle de Jean-Pierre Pernaut. Puis on voit le mec du prologue sucer l'orteil de son pote, et l'autre semble aimer ça, puis il se montre son cul et se saute dessus. J'ai l'impression de décrire un porno gay là. Non, c'est bien plus sensuel ce genre de film. Ah ok. Attends, quoi? Une proie est repérée, il organise l'attaque tandis que le narrateur suce les boules du héros. Un prince des océans, un génie marin de la plus haute compétence. Ah oui, car lui c'est Klaus. Facile à comprendre, c'est l'archétype même du mâle alpha. Cheveux mi-longs, barbe d'une semaine, l'air nonchalant, la base quoi. Son bras droit Michel, lui, ben c'est Michel quoi. Puis la bataille commence, avec sauvagerie, hurlements, pure violence, et encore cette putain de musique métal. Fuck l'ambiance 14e siècle. Klaus suit le capitaine dans la cale et se fait planter comme un bleu en nous montrant son merveilleux jeu d'acteur. Puis, oh mon dieu, une pousse géante. L'équipage se retrouve sur la plage, sans bateau, sans ordre, Klaus ayant survécu sans savoir comment. Il marchande pour un nouveau bateau et direction la taverne pour se bourrer la gueule et raconter de la merde. Ce que font tous les ivrognes après tout. Klaus se met à draguer la serveuse et son bras droit se prend un enchaînement de vent par une petite brunette qui sort régulièrement des phrases étranges. Les étoiles poursuivent leur course sous l'œil de la grande ours. L'équipage produit une baston au bar tandis que leur capitaine se tape la serveuse alors qu'une gamine regarde. C'est glauque, en tout cas pour moi. J'étais plus jeune qu'elle quand ça m'est arrivé. Ta religion ne me regarde absolument pas. Le lendemain matin, sur leur nouveau navire, tout pourri, ils découvrent le squelette de l'ancien capitaine, ainsi qu'un objet muni d'étranges symboles. Attendez. Ce n'est pas du portugais. Oui, c'est très bien. Rendors-toi à présent. Et quand tout l'équipage est à sa place, ils décident d'attaquer un navire marchand. Et c'est complètement stupide. Sans déconner, leur équipage n'est même pas composé d'une dizaine de personnes qui ont l'air tous plus stupides et faibles les uns que les autres. Alors pourquoi s'obstiner à attaquer des navires de plusieurs douzaines d'hommes? C'est stupide, ils ne se rendent même pas compte que ça ne sert à rien. En plus voilà que leur capitaine pète les plombs, il se met à parler via le crâne de leur capitaine mort avant de se mettre à chialer en disant qu'il a peur de la mer.
Tu es un pirate, bordel. Si t'as peur de la flotte, change de métier. Il décide d'acheter une catapulte qui n'est pas une putain d'arme marine, mais bon. De toute façon, ils n'ont pas un rond et se font humilier par un marchand et sa femme. Quel pirate sanguinaire. L'équipage quitte le bateau, les deux tourtereaux se retrouvant enfin seuls afin de pouvoir manger, se faire une petite vaisselle, un vrai petit couple quoi. Que c'est mignon. Il découvre par la suite que l'objet inconnu était en fait un canon, et avec un nouveau montage sous musique rock, où ils dégomment des bateaux par dizaines, ils deviennent les pirates les plus redoutés de toute la mer du Nord. Et... On n'est pas des pirates des Caraïbes! De quoi? De quoi? Ils sont sérieux là? Putain, voici de quoi je vous parlais au début de la critique. C'est quoi cette envie de se comparer à Pirates des Caraïbes? C'est ridicule. Surtout que pour l'instant, le film ne dispose que d'une seule vraie scène d'action. Elle dure 20 secondes et se termine par la défaite des protagonistes. Ce film est une putain de comédie dramatique s'assent principalement sur l'amitié limite homosexuelle de Klaus et de son bras droit. Alors pourquoi se comparer à un méga blockbuster bourré d'effets spéciaux et disposant d'un des plus gros budgets de l'histoire? Qui plus est, cette phrase est un énorme anachronisme. L'histoire se déroule vers le 14e siècle, alors que l'Amérique, et donc les Caraïbes, ne furent découverts qu'en 1492. Ça signifie qu'il insulte des gens d'un pays qui n'existe même pas. Puissant! Passons, le conseil d'Hambourg décide de réagir étant donné que les pirates les amènent à la faillite. Et oui, j'y crois, un bateau volant assez de marchandises pour ruiner une région entière, c'est vraiment crédible. Le bras droit décide de se venger du vendeur de catapultes. Je m'appelle Guillaume Tell. Je vais viser la pomme. Je présume que tout le monde s'en fout que le conte de Guillaume Tell date du 16e siècle. Hein. De toute façon, il explose carrément. Durant ce temps, d'autres tarés expliquent au conseil d'Hambourg comment marche un canon pour enfin en commander un. Étrange. Je croyais que l'armée navale européenne était équipée de canons depuis le 13e siècle. M'aurais-tu menti? C'est ça, casse-toi, salaud! Nos deux héros, eux, retrouvent leur amour respectif. Klaus, amoureux comme un pinson, hésitant à rester sur terre par la demande de sa petite serveuse, et l'autre se prenant encore un vent. Ce qui lui fit péter un plomb, torturant le fiancé de sa belle avant de se prendre un punch de Klaus. L'équipage se moquant de l'échec amoureux du second et de la taille de son pénis, il décide donc d'enfermer le coupable dans un tonneau attaché au navire. Radical le Michel. Surtout que la corde cède et là, c'est le drame. Durant la nuit qui suit, Klaus décide de jeter le canon par-dessus bord. Et par inadvertance, c'est à ce moment-là qu'une armada les agresse, pendant que les deux tourtereaux se disputent. Comprenant qu'ils sont fichus, l'équipage décide de se jeter à l'eau, tandis que leur navire se fait pulvériser par les canons ennemis. Klaus se retrouve offert alors qu'on apprend que Michel est redevenu fermier. Et devinez qui c'est qui retrouve? Le mec du tonneau! Il a survécu et décide de participer à la dînette avec Michel. Bref, ce dernier vole un cheval pour repartir à la rescousse de son ami avant son exécution. Donc c'est parti, il y a un fond rock, donc arrêtons de réfléchir. Les pirates montent sur le toit et sautent dans la paille à le mode Altaïr. Tandis que Michel décide de rester pour se faire exécuter à la place de son ami. Mon dieu qu'il est con! Après un discours du comte, nous revoyons la scène de prologue de nouveau. S'enchaîne une scène où Klaus raconte la mort de son ami à des gosses. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un homme racontant une exécution à de jeunes enfants? Donc c'était Red Galion, et croyez-le ou non, mais ce film fut pour moi une énorme déception. Pas que je m'attendais à mieux, la qualité est plus que correcte, non, juste que ce film fut présenté d'une manière totalement factice. La bande ne nous montrait que des gros plans de navires et des scènes de bataille, tout ça sous une musique dynamique à la sonorité proche de celle du thème de Pirates des Caraïbes. Pourtant ce film tire plus d'une comédie dramatique que du film d'action à gros budget. Il suffit de regarder le marketing original du film, la bande-annonce allemande est bien plus honnête. Sans parler du titre, Red Galion, il n'y a aucun galion dans ce putain de film. Le titre de base, lui, se réfère à la légende de Stoltenbaker, disant qu'il aurait fait 12 passes en tête. C'est bête car le film en lui-même n'est pas mauvais. Quand on sait à quoi s'attendre, on est plutôt bien servi. L'amitié entre Klaus et Michel est intéressante à suivre. On y voit la fragilité émotionnelle d'hommes qui sont censés être sans remords. Les costumes, les décors sont plutôt bien faits, la réalisation est poignante et les quelques scènes d'action sont vraiment dynamiques. Donc voilà, les gars du marketing ont fait les cons et ce film est honnête. Sauf que... On n'est pas des pirates des Caraïbes! Cette phrase est stupide, cette phrase est honteuse et elle est dans la bande-annonce bordel. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous imaginez, vous, Batman gueulant? Moi je sauve le monde sans super pouvoir, bande de bitches. I am Batman. Mais passons, maintenant je vais vous parler d'une véritable horreur. Vous connaissez le terme de mockbuster? Pour faire simple, il s'agit d'une copie d'un blockbuster, mais avec un budget moindre, voire pitoyable. Le but premier de ces films est de générer du profit en utilisant le marketing agressif des œuvres originelles. La quasi-totalité de ces films sont des navets sortis directement en DVD et connus que des victimes et des membres du site Netherland, cette bande de mazos. Mais t'es pas fan de nanar toi justement?
Et il faut croire que cette technique rapporte car des entreprises se sont même spécialisées dans la production de mockbusters. L'une des plus connues est The Asylum, studio de navets et de films érotiques. D'ailleurs, ils sont vachement plus doués pour ça. Je suis bien d'accord. Attendez, non, c'est pas ce que vous... Je vous parle d'elle car elle en a notamment produit un de Pirates des Caraïbes. Et oui, encore une adaptation de l'île au trésor. Ce film est si pourri qu'il est introuvable à l'achat, la bande-annonce a même été supprimée du site du producteur. Mais j'ai fini par trouver. Allez, visionnage. Get ready Sérieusement, des titres qui défilent, on est où là, dans les années 80? for the danger, Non, ça, c'est ridicule. for the excitement, Ça va pas. for the adventure. Of a lifetime. Tonight, you guys. Captain! Captain! 30 degrees port! Fire! Pirates of Treasure Island. Enfin bref, ça m'a l'air de... Ah, Summer 2006. What the fuck? Non mais regardez-moi ça. Honnêtement, je n'ai pas vu d'image de synthèse aussi moche depuis le Fils du Masque. Ou encore Dragon Ball Evolution. Car tu ne diras point le nom du fléau. Non mais vous allez me dire si vous avez déjà vu un trailer avec des plans aussi rapides et brusques. Vous vous rendez compte qu'en l'espace de 40 secondes, il y a eu une dizaine de coups de feu, 2 naufrages et des combats à l'épée tous les 2 plans? Vous savez quoi? Je crois que je suis en train de perdre foi en l'humanité là. Je vais vous laisser, je vais aller mater un bon film. Que j'aurais téléchargé illégalement sur internet.